Les écrans font partie aujourd'hui du quotidien de nombreuses familles. Téléphone, tablette, télévision, les enfants y sont exposés de plus en plus tôt. Alors que de nombreux spécialistes tirent la sonnette d'alarme, une exposition excessive aux écrans peut avoir des conséquences sur le développement de langage chez l'enfant. Pourquoi certains enfants partent-ils tard que d'autres? Les écrans peuvent-ils réellement retarder la parole? À quel moment les parents doivent-ils s'inquiéter? Pour mieux comprendre ce phénomène et surtout aider les parents à adopter les bons réflexes, nous recevons Dr Benoît Pacha, il est orthophoniste. Vous êtes bien sûr Face aux Santé, votre émission consacrée à l'information et à la prévention pour mieux protéger votre santé et celle de votre famille. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un retard de langage chez l'enfant? Merci, madame. Merci de nous avoir donné l'occasion de sensibiliser davantage la population sur les différents troubles de la communication. Le retard de langage se manifeste chez les enfants par un décalage dans les acquisitions de la communication. Les premières acquisitions sur le plan langagier vont venir de manière décalée comparée à la majorité des enfants, de ce qu'on voit chez les enfants. Nous allons voir à 1 an des enfants qui n'arrivent pas à faire ce que la majorité des autres enfants arrivent à faire sur le plan de la communication, de la compréhension et de l'exécution des consignes et au niveau de l'attention de la communication autour d'1 an. Donc, ce décalage qui est qualifié de retard de langage. Mais il faut dire que dans le lexique orthophonique, les termes sont assez minutieux. Donc, nous avons le retard de langage, le trouble du langage, le retard de parole et plein d'autres termes que nous utilisons, mais qui sont assez bien définis de manière précise. D'accord. Aujourd'hui, nous voyons que les écrans font partie du quotidien dans de nombreuses familles. Peut-on dire que ce phénomène-là est à l'origine de ce retard de langage chez un enfant? Merci pour la question. Nous n'allons pas lier le retard de langage à 100% à l'exposition aux écrans chez les enfants. L'exposition aux écrans peut impacter l'acquisition du langage, mais ne peut pas justifier à elle seule le retard chez l'enfant parce que chacun a une histoire particulière. Et nous, normalement, à la première consultation, nous essayons de creuser au maximum pour trouver les origines, les causes qui peuvent entraîner ce retard-là. Mais nous pouvons dire qu'actuellement, par rapport à cette période que nous traversons ou que nous vivons, les écrans jouent un rôle très important. Moi-même, à la sollicitation des rendez-vous au téléphone, la première question, est-ce que votre enfant est exposé aux écrans, a peu de chances d'être répondu par la négative. Donc, ça joue un rôle actuellement très important. Sur les 100% des causes d'un retard de langage, l'exposition aux écrans peut prendre 90% et du coup, mais ne peut pas justifier à elle seule le retard chez l'enfant. Donc, l'exposition aux écrans ne peut pas avoir un impact positif, aider l'enfant à mieux parler ou à vite parler. Ok, merci. L'exposition aux écrans, en fait, doit se faire après la période de développement du langage de l'enfant pour aider l'enfant à améliorer ses performances, à découvrir plus de mots, à apprendre à faire les phrases, à découvrir les choses de la nature, à apprendre à commenter les choses et à avoir un esprit assez cultivé. Voilà. Mais dans les premiers moments, les premières acquisitions de l'enfant, surtout de 0 à 3 ans par exemple, et de 3 à 6 ans surtout, les enfants ont besoin de vivre plus d'interaction dans leur milieu naturel, avec les adultes, avec leurs frères et sœurs, et avec vraiment pas d'écran autour d'eux.
Et comment cette exposition à l'écran peut impacter négativement le langage chez l'enfant? Comment ça s'explique? D'accord, merci. Quand l'enfant est exposé aux écrans, il y a déjà les impacts des rayons, des rayons des écrans qui vont jouer sur le cerveau. Le langage, c'est une faculté neurologique. Donc, l'exposition à ces rayons des écrans va avoir des impacts chez l'enfant qui a son cerveau assez fragile. L'exposition aux écrans va renfermer l'enfant à un monde beaucoup moins sollicité. Il est scotché à son écran, il peut faire toute la journée. Ça va entraîner des troubles de comportement, ça va entraîner des troubles d'hyperactivité, des troubles d'alimentation parce que là, il n'a pas envie de se lever et puis d'aller manger. Donc, ça peut même entraîner un enfant qui a des problèmes de croissance parce que donc ça va se suivre tout un enchaînement tout un tas de difficultés. Et il faut dire que sur le plan langagier, ça lui fait moins d'interactions. C'est-à-dire, on dit bonjour effectivement à la télé, au début de l'émission ou bien de son dessin animé, mais ce bonjour n'attend pas qu'il réponde avant de continuer. Donc, l'enfant ne comprend pas qu'il doit interpréter les informations sonores qui lui parviennent et qu'il doit exécuter ou bien réagir en fonction de cette information-là qui est venue. Ça fait que ça joue, les grands premiers signes, c'est surtout la réaction au prénom. Donc, avec l'exposition aux écrans, comme il n'a pas compris qu'il faut interpréter le message qui vient, il ne sait pas réagir à son prénom. Les parents vous disent qu'ils savent que l'enfant entend, mais il ne réagit pas à son prénom parce qu'il n'a pas compris le principe. Et par la suite, nous avons les troubles articulatoires que les enfants, généralement, dans la période de développement du langage, des premières acquisitions, regardent beaucoup l'adulte. Ils vont regarder l'adulte pour voir comment il a posé son geste articulatoire. Donc, avec les écrans, les gestes articulatoires ne se font pas voir. Et même si ça va se faire voir, c'est juste des mouvements, des petits mouvements de ces dessins animés-là. Ce qui va faire que l'enfant va développer des troubles articulatoires. Il parle, mais on dirait du charabia. Et souvent, les parents nous demandent c'est quelle langue il parle. Donc, c'est ça. Donc, il y a beaucoup d'impacts quand même qui peuvent découler de cette exposition aux écrans et qui peuvent même entraîner un niveau de repli sur soi très avancé qui va aboutir sur un autre trouble comme le trouble du spectre autistique. Est-ce qu'il y a certains programmes à la télé qui favorisent ce trouble-là ou bien c'est tout type de programme qu'il regarde, que l'enfant regarde? Bien, alors déjà, il faut dire qu'il y a peu de parents qui savent maîtriser le flux d'informations que l'enfant suit à la télé. Donc, aujourd'hui, c'est tout le programme qui va parvenir, qui va passer à la télé, qui est mal. Il y a une certaine colonisation culturelle qui se fait à travers les écrans. Vous allez voir les enfants tout à l'heure, vous lui mettez un dessin animé en français, ça va sortir tout à l'heure en anglais, après c'est en italien, après c'est en indien. Donc, ou en chinois. Donc, il y a un certain impact culturel aussi qui va se faire. Donc, le contrôle, donc, ça veut dire que tout est pris en compte. Tout programme qu'il suit va impacter. La manière dont la personne parle, si la personne parle rapidement, si la personne bégaye, si la personne, la manière dont il interagit, s'il saute beaucoup et tout, les enfants vont tout copier. Et pourtant, sans ça, à la base, s'ils avaient déjà les premières acquisitions, ils ne vont pas copier directement ce qu'ils sont en train de voir. À quel moment faut-il s'inquiéter? Quels sont les premiers signes d'un retard de langage chez un enfant? Cette question, c'est une question que j'aime beaucoup parce que les gens pensent qu'on a le temps de patienter. Il faut s'inquiéter. Moi, je peux dire en tant que spécialiste vraiment de la communication qu'on peut s'inquiéter même depuis la grossesse. Vous voyez, les enfants communiquent depuis le ventre. Vous voyez, souvent, quand son papa parle, il tourne. Quand maman dit certaines informations, il tourne. Il y a une communication qui se met en place. Donc, normalement, il doit avoir cette communication. S'il n'a pas eu cette communication, il y a des enfants, dès qu'ils naissent, ils ne veulent même pas regarder leur maman. Ils ne veulent pas téter. Il y a déjà un problème d'interaction, de communication. Pourquoi dire à cette maman d'attendre 5 ans, ou 3 ans, ou 2 ans même avant de réagir? Non. Parce que s'il y a un problème dès le départ, qu'on n'a pas l'habitude de voir chez d'autres enfants, c'est beaucoup mieux de s'orienter vers un bon spécialiste. Voilà, parce que nous sommes tous des spécialistes, mais il faut trouver le bon, parce que souvent, ce n'est pas simple. Et du coup,
dès les premiers moments de la conception, il y a une communication qui va se... Quand ce n'est pas comme il faut juste demander. On ne dit pas de venir faire des soins, mais vous pouvez demander. Et les premiers moments aussi, s'il a des difficultés, vous pouvez demander. On peut voir tout à l'heure que non, un bébé, par exemple, et il dort, il se réveille. Et bon, quand il y a n'importe quel bruit, il ne se relève pas. Le langage va venir peut-être en retard et c'est en ce moment qu'on se rend compte qu'il n'attendait pas. En fait, il est né avec une surdité. Voilà, donc, et pourtant, la surdité, l'enfant a besoin d'entendre pour pouvoir parler. Donc, si plus tôt le parent avait prêté au moins attention à tous ces détails, il ne va pas attendre des âges avancés. Mais dans la norme, on dit autour de 2 ans, si l'enfant ne dit pas, si son lexique, le nombre de mots, n'augmente pas de manière régulière, 1, 2, 3 jours, vous voyez qu'il a un nouveau mot, 2, 3, 4, bon voilà, il a fréquemment de nouveaux mots, il faut vous inquiéter. Si à 3 ans, il n'arrive pas à faire plus de phrases que ce que vous avez l'habitude de voir régulièrement, il faut vous inquiéter. Mais à 1 an, pour moi, 1 an, c'est déjà même trop. Déjà, le babillage, c'est important à observer chez un enfant. Voilà, le babillage, les essais, le regard. Voilà, c'est vrai, il ne parle pas, mais il va regarder, il peut pointer ce qu'il veut. Bon, voilà, son comportement doit être logiquement dans la norme de ce qu'on a l'habitude de voir. Quand on n'a pas ça, c'est mieux de chercher à avoir une meilleure confirmation au lieu de s'encourager, de faire perdurer le trouble. Merci. Et est-ce qu'on peut rattraper ce retard si la prise en charge se fait rapidement? Oui, bon, peu importe que ce soit un retard, que ce soit un trouble et tout, quand le diagnostic de base est bien fait, les axes de la prise en charge sont bien déterminés et chacun doit jouer sa part, je pense que sur tous les plans, et la prise en charge est précoce, on rattrape. Parce que si je prends un enfant en maternelle, par exemple, en petite session, l'orthophoniste va faire sa part, la maîtresse à l'école va faire sa part, les enseignants et les parents vont faire leur part, et la société aussi va, bon, ses frères et sœurs et puis ses oncles vont aussi, on va leur demander par exemple de l'encourager souvent, de l'envoyer et tout. Bon, voilà quoi. Donc, quand tout le monde joue sa part dans la recherche des solutions, les résultats sont assez viables. Au niveau des parents, quelle est l'attitude à adopter lorsque leur enfant parle peu? Merci pour la question. Lorsque les enfants parlent peu, déjà, il faut une introspection. Il y a beaucoup de parents qui ne parlent pas à la maison. Ils sont assez calmes, papa comme maman. Donc, il faut voir les origines génétiques d'abord. Voilà, il y a la base. Ensuite, il y a l'organisation du contexte de stimulation. Il n'y a pas d'éléments de discussion et tout. Bon, donc, quand tout ça est vérifié, on voit qu'on pousse l'enfant, on sort même, on lui raconte et tout, mais il n'arrive pas à s'exprimer beaucoup. Je pense que le plus important, c'est d'approcher les spécialistes. Voilà, mais au-delà de ça, on peut mettre en place plusieurs jeux ensemble. J'ai toujours dit, on ne fait pas un jouet pour l'enfant, on fait un jouet pour nous, parents et puis enfants. Voilà, un jouet que je peux jouer avec lui, je serai intéressé aussi, et lui va me suivre. Voilà. Souvent, les parents disent, il prend la voiture et puis il tourne ou bien il joue, il transforme en fusil. Mais tu es venu déposer la voiture, tu n'as jamais dit, on pousse, on fait voum voum, pipi. Voilà. Donc, c'est pour dire que le parent doit fréquemment donner l'exemple. Et quand il y a des problèmes, raconter beaucoup d'histoires, leur donner beaucoup d'informations, raconter leur journée, leur apprendre de nouvelles choses, fréquemment poser des questions. Et tout ça, ça aide beaucoup à améliorer la communication chez l'enfant. On remarque souvent que certains parents, pour calmer les enfants, leur donnent soit un téléphone, une tablette, tiens, fais ce que tu veux. Est-ce que ce comportement-là est à bannir? Oui, merci. Les comportements du type à donner les écrans pour occuper l'enfant, pour qu'il reste calme, pour qu'il puisse accepter de manger, pour qu'il puisse accepter de suivre, on va sortir ou bien respecter une certaine consigne, sont très mauvais pour l'éducation à la communication et au comportement et à la société de l'enfant. Parce que l'enfant, de manière globale, se construit en fonction de ses expériences. Donc, si on le conditionne à ses expériences, il va s'habituer à ça et ça va devenir, même en société, quand on est dehors et tout, il va demander à avoir ses écrans et tout, et ça va le renfermer davantage.
tant qu'il a quelque chose qui l'omnibule, il est dans sa bulle, il ne va pas chercher des interactions. Et l'enfant doit faire des expériences pour... Voilà, souvent même les mamans partent à la cuisine, on donne les écrans pour qu'ils ne viennent pas déranger. Et moi, je dis souvent, c'est mieux souvent d'éviter de donner ces écrans. Et l'enfant vient faire des expériences à la cuisine. Vous allez voir qu'il va venir, il va découvrir le couteau, il va savoir que ça va piquer et tout. C'est une fois en passant, vous voyez, et il va savoir qu'il sait que l'allumette, ou bien le gaz, quand il touche ça, ça va le brûler. Ce sont des expériences qu'il fait et qui façonnent construire sa personnalité. Voilà. Donc, je pense que c'est très important d'éviter catégoriquement, surtout les enfants ne maîtrisent pas leurs émotions. Ils ne peuvent pas maîtriser leurs émotions, c'est assez clair. Donc, on ne peut pas leur apprendre à conditionner leurs émotions avec les écrans. C'est quelque chose de très nocif. Je dis souvent, si c'est une lame ou un couteau ou quelque chose qui va piquer et que l'enfant insiste pour l'avoir avant de, est-ce qu'on va donner? Non, il va pleurer. Voilà, parce qu'on sait que ce n'est pas bien pour lui. Donc, il faut qu'on classe les écrans chez les enfants de moins de 6 ans comme quelque chose de très toxique pour eux, pour pouvoir conditionner notre cerveau aussi à ne pas leur proposer quelque chose qui va les nuire. Et justement, c'est à partir de quel âge on peut donner donner un téléphone à un enfant pour qu'il joue ou qu'il puisse regarder la télé? Idéalement, à partir du primaire, on peut avoir un chronogramme progressif de temps d'exposition aux écrans. Donc, on peut voir déjà en maternelle jusqu'à 6 ans, pas d'écran, c'est 0, 0, 0, 0. Et à partir maintenant du primaire, on peut dire peut-être 2 heures les week-ends, 1 heure samedi, 1 heure dimanche. Et je vous assure que si vous cultivez vos enfants à éviter les écrans, vous allumez tout, ils ne s'approchent pas. Ils préfèrent chercher un livre. Voilà, ça améliore son imagination, ça renforce ses compétences même en littérature comme en mathématiques, parce que quand l'imagination est assez avancée, ça aide ses performances scolaires. Donc, dès que nous-mêmes, quand les enfants tendent vers 6 ans, ils n'ont pas été exposés, ils prennent même l'habitude de faire bien d'autres choses qui sont beaucoup plus... Voilà, il va sortir, fabriquer quelque chose, c'est dans ça qu'ils innovent. Voilà. Et ce qui est assez marrant, il faut que beaucoup de parents même cherchent à voir d'autres documentaires sur ces concepteurs voilà, Internet, de tablettes et tout. Ils ne donnent pas les écrans à leurs enfants. Ce n'est pas un seul journal qui l'a dit, ce n'est pas un reportage qui l'a dit. Plusieurs fois, et ils n'ont pas la langue de bois pour le dire. Pourquoi nous, on veut en faire un modèle et puis nuire à nos enfants? C'est pas bien. Vous avez cité les jeux et autres choses. Comment occuper autrement? Est-ce que vous avez des conseils de comment occuper les enfants hormis les écrans? Oui, merci. Alors, déjà, je commence par le premier jeu le plus simple, c'est le parent lui-même. J'ai toujours dit que on n'a pas besoin de moyens pour donner des jeux à nos enfants. Le temps que moi j'ai pour passer avec mon enfant et ce que je suis, de par mon imagination, dépasse tous les jeux dehors. Je peux m'asseoir tout à l'heure, je prends une feuille, ou bien, bon, il vient, on fait des jeux de table ensemble, on compte, on se rappelle d'un jeu d'enfance, on crée, on est avec le sable ou on est dehors. Il y a plein de choses qu'on peut faire déjà spontanément sans autre chose, un autre achat. Maintenant, si on a les moyens de payer des choses, on évite déjà tout ce qui est lumineux. Tout ce qui est lumineux, les jeux avec des jouets avec des jeux de lumière, ce ne sont pas bien pour les enfants. Et on va éviter tout ce qui est sonore. Quand l'enfant va appuyer, au lieu de faire, bon, par exemple la voiture, au lieu qu'il apprenne à faire voum, 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 lui il appuie, ça fait voum, voum. Il pense que c'est le truc là seul qui doit faire voum, voum. Donc il ne le fait jamais. Donc c'est comme ça. Il faut, même si vous payez, si c'est sonore, ne mettez pas les piles. Ne mettez pas les piles, utilisez ça et produisez les bruits à la place. Vous faites les miaou, vous faites les différents bruits des animaux. L'enfant va faire parce qu'il trouve en adulte un modèle. Il sait que c'est lui qui est un être humain, il veut copier ce qu'il fait. Donc, si toi, tu ne le fais jamais, il n'a pas la force de l'apprendre. Voilà, donc tout ce qui est joué, tout ce qui est dans notre environnement proche peut servir de jouet. À nous de savoir
quelle imagination, de quelle manière on veut l'utiliser pour égayer le petit temps qu'on a avec nos enfants. Et j'ai toujours dit aussi, pour les parents super occupés, l'enfant n'a pas besoin de 1 heure, 2 heures. 5 minutes, c'est déjà bien. 5 minutes, je sais que si je rentre, même s'il est minuit, je cherche le moment d'avoir 5 minutes avec les enfants. Ça leur apporte un grand plus. Voilà. Ok, et quel message souhaitez-vous adresser aux parents qui nous suivent sur Face Santé aujourd'hui? Merci. Je voudrais leur dire de vraiment contrôler l'exposition des enfants aux écrans. Souvent, on n'a pas tous les rudiments nécessaires pour pouvoir le faire parce qu'on est souvent occupé, c'est les filles qui sont à la maison et tout, bon voilà. Mais de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter de nuire aux enfants avec leur exposition aux écrans, surtout aux enfants de moins de 6 ans. C'est pour leur bien et pour le bien d'un enfant, ce n'est pas négociable. C'est pour son bien, on ne doit pas négocier ça. Voilà. Demain, il nous dira merci, on lui a apporté beaucoup de bien. Et dès qu'il y a un doute sur le développement du langage de l'enfant, n'hésitez pas, approchez-vous du spécialiste. Et il faut savoir que le langage, c'est une fonction cérébrale. Le cerveau de l'enfant grandit, ça change. C'est pas parce que à 2 ans, je suis parti, on m'a dit qu'il n'y a rien, qu'à 3 ans, moi, je sens qu'il y a autre chose et je ne veux pas aller parce qu'on m'avait dit qu'il n'y a rien. Voilà, à chaque fois, il ne faut pas hésiter à approcher. Si je n'ai pas le moyen de faire le suivi, au moins je sais à quoi j'ai affaire. Mais si j'évite carrément d'avoir l'information, on peut se lever avec un problème beaucoup plus lourd. Parce que les enfants avec les difficultés de langage au sein des écoles et au sein de la société, c'est grave. Quand l'enfant n'arrive pas à avoir les mots pour s'exprimer, on l'évite à l'école, il n'arrive pas à... Bon, le langage oral, on ira au langage écrit et beaucoup de choses. Et donc, je vais demander aux parents d'avoir une oreille attentive envers leurs enfants. Merci à vous, docteur, pour toutes ces explications. Je vous en prie, c'est un plaisir. Ce que nous retenons, c'est que les écrans peuvent effectivement influencer le développement de langage chez l'enfant, mais surtout que les parents peuvent agir en adoptant de bonnes attitudes dès le plus jeune âge. Chers parents, si votre enfant parle peu ou tarde à parler, n'attendez pas, consultez un spécialiste et privilégiez le dialogue, les jeux et les échanges avec votre enfant. C'est la fin de votre émission Face aux Santé. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous est pris mercredi prochain pour un autre sujet. Merci.